24 juin 2016. Il est 7 heures du matin. Le monde se réveille avec un goût amer. Les résultats viennent de tomber et les Britanniques ont décidé à 52% de quitter l'Union européenne. C'est le Brexit. Un résultat inimaginable quelques temps auparavant et même la veille, et même pour les défenseurs du Brexit, dont l'ancien maire de Londres, Boris Johnson. Alors nous allons essayer à travers cette vidéo de décryptage de comprendre ce Brexit, quels en sont ses enjeux et quels sont les messages que nous devons retenir. Alors ce Brexit, il est utilisé de part et d'autre par les commentateurs, par les hommes politiques. Mais je vais essayer à travers cette vidéo de contrer 3 idées reçues, selon lesquelles le Brexit serait facile, certain et isolé. Alors il y a une première idée reçue qui consiste à dire que le Brexit serait facile. Tous ceux qui vous disent depuis le 23 juin, depuis ce vote, c'est d'ailleurs facile de dire ça, vous voyez, le Royaume-Uni, on nous prédisait un cataclysme post-Brexit, une catastrophe économique, etc. Rien ne s'est passé. Eh bien ces gens-là sont des menteurs. Pourquoi ? Parce que le Brexit n'a pas eu lieu tout simplement. Il n'a pas eu lieu. Il faut l'affirmer, il faut le réaffirmer, le Brexit n'a pas eu lieu. On a eu ce vote consultatif, ce référendum, mais il ne peut en aucun cas enclencher la sortie d'un pays de l'Union européenne. Pour cela, c'est très clair, c'est écrit dans les traités. Il faut que le gouvernement britannique, donc dirigé par Theresa May, qui a pris la suite de David Cameron, qui ayant milité pour le Brexit, c'est logiquement à quitter son poste, il faut que ce gouvernement britannique enclenche l'article 50 du traité de Lisbonne. Et seulement à partir de ce moment-là, des négociations pourront être enclenchées, ça va être à partir du mois de mars 2017, pour quitter l'Union européenne, et pas avant. Et enfin s'ouvriront des négociations qui vont être d'ailleurs très dures. Ça va être très âpre, on sait que les Britanniques sont de fins négociateurs, de durs négociateurs, et l'Union européenne, et François Hollande l'a répété il y a encore 2 semaines, ne va pas faire de concession. Un Brexit signifie vraiment un Brexit. Alors il faut savoir qu'un cas de sortie de l'UE s'est déjà produit en 1982. Le Groenland a décidé de quitter l'Union européenne. Il y a eu un antécédent. Alors vous me direz, rien à voir en termes de taille, de PIB, etc. C'est vrai, mais il faut savoir qu'à l'époque, la procédure a duré 3 ans. 3 ans, c'est énorme. Imaginez pour un pays de la taille, pour le Royaume-Uni, ce que cela représenterait. Les négociations risquent de durer très longtemps, et donc il n'y aura rien de facile. Alors il y a cette première idée reçue qui consiste à dire que le Brexit serait facile. La deuxième, elle consiste à dire que le Brexit serait certain. Comme si on savait, vous voyez, exactement comment ça allait se passer, comme un mode d'emploi, une recette de cuisine. Et c'était d'ailleurs la thèse des défenseurs du Brexit, comme Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, qui nous ont dit, vous voyez, ça va se passer de telle ou telle manière. L'argent que l'on donne à l'Union européenne chaque année, on va pouvoir, tac, la donner aux citoyens britanniques, etc. Comme si c'était simple. En réalité, il y a eu beaucoup de surenchères de part et d'autre dans ce débat qui a été très politique, idéologue au Royaume-Uni. Et c'est très important de le dire, de noter ça, pour comprendre la décision des Britanniques. En réalité, ce Brexit, il est très incertain. Et on a vu dès le lendemain que le Royaume-Uni s'est fait attaquer sur les marchés financiers. Il y a eu un mouvement de panique parce que les investisseurs, ils ont émis des doutes sur le futur du Royaume-Uni. Et on comprend quand il y a une telle décision qui peut chambouler l'avenir du pays et notamment l'avenir économique. L'économie, il faut le rappeler, c'est fait de confiance, c'est fait de psychologie. Et dès le lendemain, on a vu ces mouvements qui ont été très peu visibles pour le grand public pour une raison simple, c'est que la Banque d'Angleterre a injecté beaucoup d'argent dans l'économie et a abaissé son taux directeur, le taux auquel se finance l'économie, pour amortir le choc. Tout cela a été anticipé. On va prendre un exemple très concret pour comprendre tout cela, et c'est celui de la livre sterling, qui est la monnaie du Royaume-Uni. Si vous ne le saviez pas, le Royaume-Uni n'était pas et n'est pas dans l'euro. Alors, il faut bien comprendre que pour déterminer la valeur d'une monnaie, on ne peut le faire qu'en la comparant à une autre monnaie. Et figurez-vous que depuis le 23 juin, depuis ce vote, la livre sterling a perdu 16% de sa valeur par rapport à l'euro. Ça a comme principale conséquence de rendre le pays plus compétitif, puisque
la monnaie perd de sa valeur, donc ça permet de rendre les prix des biens produits dans le pays moins chers à l'export et donc d'augmenter les exportations, mais dans l'autre sens, de rendre les importations plus chères et donc d'en renchérir le coût. Et comme vous savez, la plupart des biens de consommation courante, que ce soit en France ou au Royaume-Uni, ces biens sont importés pour la plupart, c'est-à-dire ce que nous achetons, la nourriture, etc. Et donc ça a comme conséquence directe de commencer à augmenter les prix à la consommation. C'est ce qu'on appelle dans le jargon économique l'inflation importée. Et ça correspond également à une sorte de dévaluation, puisque la monnaie britannique devient plus compétitive, moins chère, et permet d'exporter plus. Cette certitude vaut pour les consommateurs, pour les citoyens britanniques, mais elle vaut également pour le secteur de la finance. Il faut savoir que la City, la place financière de Londres, est la plus grande dans le monde, et elle a été largement défavorable au Brexit. Le secteur de la finance, il représente 15% du PIB britannique, c'est énorme. Il y a de vraies questions sur les comportements des investisseurs à venir, des investisseurs qui sont aujourd'hui à Londres notamment, des questions plus techniques sur le passeport financier européen, sur les chambres de compensation, on n'aura pas le temps d'évoquer dans cette vidéo, mais qui vont être à regarder de très très près. Mais dans tous les cas, ce sera donc un hard Brexit, donc un Brexit dur, le soft Brexit n'existant pas, de l'avis de tous les commentateurs et les analystes, et il faut être très lucide sur ce point. Le Brexit va soulever beaucoup de zones d'incertitude et spécialement à partir du moment où il va commencer à être négocié. Alors nous avons vu les deux idées reçues selon lesquelles le Brexit serait facile, certain et enfin isolé. Alors facile, certain, on comprend plus ou moins, mais isolé c'est plus compliqué. C'est vrai que c'est pas très français, mais retenez juste l'idée, et elle a été beaucoup véhiculée pendant la campagne du Brexit, selon laquelle le Royaume-Uni pourrait s'isoler du continent européen, du marché unique. Retenez un chiffre. Aujourd'hui, les exportations du Royaume-Uni vont à 48% vers l'Union européenne. C'est donc un partenaire majeur, soit pour l'Union européenne ou pour le Royaume-Uni. Et donc, une sortie du marché unique, même si des compromis et des accords vont être trouvés, aurait forcément un impact, même s'il sera peut-être minime. En tout cas, ce sera l'intérêt des deux parties. Il faut avoir une autre idée en tête, c'est que les investisseurs qui viennent au Royaume-Uni, à la City de Londres, etc., viennent dans ce pays parce que le Royaume-Uni fait partie du marché unique, parce qu'il y a cet accès au marché unique. Et dans ce sens, c'est le Premier ministre britannique, Theresa May, dont on a parlé tout à l'heure, qui va me donner raison. Et vous allez d'ailleurs pouvoir remarquer à quel point les politiques sont capables de retourner leur veste à une vitesse impressionnante. C'était donc au mois de mai, avant qu'elle soit nommée Première ministre. Elle était devant des banquiers de Goldman Sachs et elle disait « Je pense que les arguments économiques sont clairs. Je pense que faire partie d'un bloc commercial de 500 millions d'habitants est important pour nous. Comme je vous le disais plus tôt, beaucoup de gens investissent au Royaume-Uni parce que c'est le Royaume-Uni en Europe. Si nous n'étions pas en Europe, je pense que les firmes et les entreprises se demanderaient si elles ont besoin de développer une présence en Europe, globalement, plutôt qu'au Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni ne peut pas facilement s'isoler du continent européen, du marché unique, comme nous l'avons vu, vivre tout seul en somme, mais le Brexit n'est pas non plus un cas isolé. Et nous allons le voir en illustrant cela avec les États-Unis et la France aujourd'hui. Mais avant cela, regardons du côté des causes du Brexit, plutôt que les conséquences dont on parle beaucoup et dont on a parlé aujourd'hui. La cause numéro 1, c'est l'immigration. L'immigration, une des raisons principales pour lesquelles les Britanniques ont voté pour le Brexit. Beaucoup de peurs ont été attisées. Durant ces campagnes, on a peu parlé d'arguments rationnels comme l'économie, comme nous venons de le faire. Ensuite, c'est une véritable défiance par rapport à l'Europe. On sait que les Britanniques ne sont pas des Européens convaincus, mais clairement, là, ils ont posé le message qu'ils pouvaient vivre aussi bien sans l'Union européenne. Et enfin, c'est une méfiance des classes populaires et moyennes envers l'Europe, l'Union européenne, mais envers plus largement le système politique. Et on peut le voir grâce à cette carte du vote, où on voit que c'est les campagnes qui ont majoritairement voté pour le Brexit. C'est donc une classe moyenne et populaire qui se sent écrasée et qui ne semble pas bénéficier des bienfaits de l'Union européenne. Et si on prend sur une échelle plus large les États-Unis avec le phénomène Donald Trump, on remarque aujourd'hui que
90% des habitants des États-Unis, des Américains, n'ont pas vu leur pouvoir d'achat augmenter lors des 30 dernières années. En France, on remarque aussi la montée de l'extrême droite avec des classes populaires et des classes moyennes qui n'arrivent plus à avoir des perspectives d'évolution. Et donc il y a des vraies similitudes entre tous ces phénomènes quand on commence à s'intéresser aux causes. Alors pour conclure, j'espère que vous aurez compris qu'il faut dépasser ces idées reçues sur le Brexit, qui ne sera probablement ni facile, ni certain, ni un cas isolé. Mais c'est très marrant parce que une fois qu'on a dit ça, ça nous paraît plutôt clair. Mais quand on regarde la réalité du timing et des actions politiques, qu'est-ce qu'on remarque? Rien. Est-ce que vous avez entendu l'Union européenne, ses représentants, se remettre en question, parler de réinventer une nouvelle Europe, puisque aujourd'hui les populations ne se sentent plus représentées? Non. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement français et les politiques en France parler de réinventer une nouvelle façon de faire la politique devant une défiance généralisée à des Français qui ne croient plus en ces vieux partis politiques, ces vieilles manières de faire de la politique? Non. Il faut vraiment que nous prenions conscience que le système est malade et tous ces phénomènes, le Brexit comme beaucoup d'autres, en sont des signes. Il faut pour cela que nous faisions peser notre poids de citoyen pour que les choses changent profondément.